Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette rencontre en ligne sur le thème de l'endométriose. Alors, je suis Aude Coitlévin, je suis chargée de mission à la Mutualité française Bretagne au sein du service prévention. Nous allons être ensemble pour 1h30 environ. Et avant de laisser la parole à nos différents intervenants, je voulais vous donner quelques éléments techniques concernant le déroulé de notre webinaire. Vos caméras et vos micros sont coupés, donc on ne peut pas vous voir et on ne peut pas vous entendre. Par contre, vous avez la possibilité en fait de nous poser vos questions, de poser vos questions aux intervenants par le biais de la petite fenêtre questions et réponses Q&R qui doit se situer en fait en bas de votre écran. Voilà, Q&R. Donc, on prendra toutes ces questions à la fin des différentes interventions. On prendra quelques minutes pour y répondre. Voilà. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions et traiter toutes vos questions, mais on va vous donner en fait un certain nombre d'informations et notamment des plaquettes que vous pourrez télécharger aussi, que je vous mettrai dans le questions-réponses et dans le chat pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur le sujet. Alors, ce webinaire va être enregistré et vous recevrez le replay automatiquement dans les jours qui vont suivre. Voilà. Alors, je suis accompagnée de Sylvie Briens, qui est élue mutualiste et à qui je laisse la parole pour commencer. Merci Aude. Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureuse en tant qu'élue mutualiste de vous accueillir pour cette rencontre qui porte une ambition forte, sensibiliser, informer et agir ensemble pour améliorer la santé des femmes et leur prise en charge. Quelques mots tout d'abord sur la Mutualité française Bretagne. Nous défendons les intérêts des mutuelles et des groupements mutualistes et avons aussi à cœur de faire mouvement en prenant position sur des sujets de société et en développant des programmes de prévention dans une perspective de santé publique. À titre d'exemple, nous menons des actions sur la prévention du suicide, la santé environnementale, l'alimentation durable, la santé des femmes. Nous avons lancé un appel à projets à destination des jeunes. Nous avons créé avec de jeunes artistes une exposition sur la santé mentale qui circule partout en Bretagne. Nous rencontrons régulièrement des parlementaires pour porter des propositions sur des enjeux majeurs comme le grand âge ou la fin de vie. Et nous travaillons activement à faire progresser l'égalité femmes-hommes. Sur le sujet de la santé et des droits des femmes, nous avons une commission dédiée, la commission Mutel. Dans ce cadre, nous avons conçu un escape game inauguré en mars et nous organisons une table ronde le 26 juin à Rennes, à l'Antipode, qui porte sur la santé des femmes et réunira entre autres la professeure Christelle Niango-Timo. Nous aurons aussi la chance d'avoir à cette table ronde Marie-Morgane Lemuel et Solène Lehin, autrices du livre Les Négligés, enquête du business de la santé des femmes. Cette table ronde sera animée par Véronique Diabonda, responsable de la prévention de la Mutualité française Bretagne. Un moment fort auquel nous espérons vous voir nombreux et nombreuses. Aujourd'hui, nous nous réunissons autour d'un sujet répandu, mais encore trop peu reconnu, l'endométriose. Cette maladie chronique touche une femme sur 10 en âge de procréer. Elle peut provoquer des douleurs pelviennes intenses, parfois invalidantes, mais aussi des troubles digestifs, urinaires, voire des difficultés de fertilité. La douleur liée à l'endométriose dépasse la sphère physique. Elle a des répercussions profondes sur la vie sociale, professionnelle et intime. Ces douleurs sont souvent mal comprises, voire niées. Le délai moyen de diagnostic entre 7 et 10 ans en témoigne. Pendant des années, des femmes souffrent sans réponse, sans traitement adapté, parfois sans être crues. Il reste donc beaucoup à faire pour que ces douleurs pleinement reconnues pour que ces douleurs soient pleinement reconnues et prises en compte.
La prévention est un levier clé qui passe par la sensibilisation des femmes et des hommes, la formation des professionnels et la construction d'un environnement où les patientes se sentent écoutées et soutenues. Ce webinaire s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est mettre en lumière l'endométriose et les douleurs qu'elle provoque et les leviers d'action à notre portée avec l'aide de professionnels de santé engagés, le docteur Clémentine Le Picard, médecin algologue de la clinique de la Sagesse à Rennes, Maud Jarige, kinésithérapeute à Vezin-Coquet, et Aude Gers, kinésithérapeute à Rennes. Un grand merci à elles pour leur présence et leur partage d'expertise. Je tiens aussi à remercier Aude Coatleven, chargée de prévention de la Mutualité française Bretagne, qui a rendu cette rencontre possible, ainsi que Marie-Paule Bernicot, coordonnatrice du réseau Endobraise, partenaire important avec qui nous travaillons depuis plusieurs années pour la santé des femmes. D'ailleurs, ce webinaire est le deuxième que nous organisons ensemble. Enfin, je tiens à vous remercier, vous, les participantes et participants, pour votre présence et votre engagement. Merci à toutes et à tous et très bonne conférence. Merci Sylvie pour cette introduction. Alors, je vais laisser la main maintenant au docteur Le Picard, que je tiens à remercier pour la première intervention et qui va pouvoir nous partager son écran pour vous présenter plusieurs informations. Bonjour à tous, merci Madame Coatleven et merci Madame Briens pour cette introduction. Donc, je me présente, je suis le docteur Le Picard Clémentine, je suis médecin algologue à la clinique La Sagesse à Rennes. Et avant d'entrer dans le vif du sujet sur la douleur, les mécanismes de la douleur dans l'endométriose, on va parler un petit peu du réseau d'Endobraise. Je vais me faire un peu le porte-parole et je remercie Marie-Paule Bernicot qui n'est pas présente aujourd'hui mais qui m'a partagé ses diapos. Donc, le réseau Endobraise, c'est la filière de santé pour la prise en charge des femmes en Bretagne. Et c'est une filière qui s'inscrit dans le cadre des mesures qui ont été annoncées dans la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose en 2022. C'est quoi des filières? Les filières, c'est des réseaux de santé qui sont créés par des professionnels de santé pour des professionnels de santé et qui doivent permettre une coordination de la prise en charge adaptée, une prise en charge de qualité et de proximité pour les patientes atteintes d'endométriose en Bretagne. Alors, les missions de ces filières de santé, hein, il y a 4 missions principales qui ont été confiées par le ministère de la Santé à la filière endométriose. On a déjà un rôle d'information et de sensibilisation envers le grand public, en partenariat avec l'ARS et les associations de patientes. On a un rôle de formation, hein, de formation des professionnels de santé. On recense les formations disponibles. On organise également des formations. Ces filières ont aussi un rôle de coordination qui est important, hein. Ça va permettre de coordonner la prise en charge médicale et paramédicale des soins. Et enfin, on a ce rôle d'accompagnement de la recherche sur cette maladie qui est encore peu connue et sur laquelle on a certainement encore beaucoup à découvrir. Alors, à notre disposition et à votre disposition, il y a un site internet qui contient de l'information qui a été validée sur différents événements que vous pouvez suivre ou sur des études auxquelles vous pouvez participer, et puis des informations générales hein, sur l'endométriose, la prise en charge, des questions diverses et variées dont le contenu a été contrôlé et validé. Endobraise, c'est aussi un site internet où il y a un annuaire en ligne, un annuaire de professionnels ressources en endométriose, qui est classé par spécialité médicale et paramédicale, et bientôt qui va être classé par localisation sur une carte de la Bretagne. La filière, elle s'associe régulièrement aux associations de patients pour mettre en place différents événements, des conférences, des événements sportifs autour de l'endométriose. Donc n'hésitez pas à suivre la filière bretonne de l'endométriose, Endobraise, à la fois sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Alors on va rentrer un petit peu maintenant plus dans le vif du sujet avec les mécanismes de la douleur dans l'endométriose.
L'enjeu, c'est de comprendre mieux ces mécanismes-là pour permettre un meilleur accompagnement des symptômes douloureux. Donc moi, en tant que médecin algologue, c'est-à-dire médecin de la douleur, je m'occupe plus spécifiquement justement des patientes qui sont atteintes de douleurs pelviennes et périnéales, comme on peut en retrouver dans l'endométriose. Je vous rappelle qu'il y a eu déjà un webinaire qui a été organisé sur tout savoir sur l'endométriose. Donc, on ne va pas revenir en détail sur spécifiquement l'endométriose, mais vraiment, on abordera plutôt le versant douleur. Quelques rappels de ce webinaire que vous allez pouvoir consulter ou reconsulter si vous l'avez déjà visualisé. L'endométriose reste une pathologie fréquente, hein, une femme sur 10 est touchée. C'est une pathologie où on souffre d'un retard diagnostique, en général de 7 ans, hein, 7 ans où il y a eu un peu d'errance diagnostique avant qu'on pose véritablement ce diagnostic. En termes d'explication un peu physiopathologique, la théorie la plus retenue actuellement, c'est la théorie du reflux, hein, qui explique qu'il finalement il y a des cellules de la cavité utérine, des cellules endométriales qui refluent en dehors de la cavité utérine et qui va aller se disséminer sur d'autres localisations. Et ce qui explique qu'on a plusieurs formes d'endométriose en fonction du site de dissémination des lésions. Donc on peut avoir une endométriose superficielle au niveau du péritoine, c'est une forme d'endométriose qu'on visualise très peu ou pas aux imageries. On peut avoir une endométriose ovarienne avec en général des kystes en regard des ovaires. Et on peut avoir une endométriose sous-péritonéale où on peut retrouver des atteintes digestives. Et ces formes peuvent être isolées ou associées. En termes de diagnostic, donc on a déjà un interrogatoire à faire qui est important. Ça va nous donner un faisceau d'arguments qui oriente vers l'endométriose. Cet interrogatoire, on va le compléter avec un examen clinique orienté par les symptômes de la patiente. Et ensuite, on va pouvoir faire des examens complémentaires. Donc, en première intention, une échographie, en général, voilà, une échographie endovaginale. En seconde intention, on a le recours à l'IRM pelvienne. Et vous avez peut-être entendu parler du test salivaire qui, dans le cadre d'un forfait innovation de la Sécu, est pris en charge actuellement dans 80 centres en France. Test salivaire, donc non invasif, qui est encore au stade d'étude, qui a déjà été bien étudié. Et vous pouvez retrouver des informations là-dessus sur le premier webinaire. Alors, le traitement de l'endométriose, il n'y a pas de traitement curatif. Ça va être des traitements en général médicaux qui vont viser à placer la patiente en aménorrhée pour éviter les variations du cycle, puisque les lésions dont je vous parlais sont sujettes en fait aux variations hormonales. Ces traitements médicaux, ils ne sont pas parfaits. Ils permettent d'améliorer les douleurs voilà, de manière très variable, de 30 à 70% des cas, en fonction des études et en fonction des patients, bien entendu. Ces traitements médicaux reposent souvent sur des œstroprogestatifs ou des progestatifs, un dispositif intra-utérin hormonal. Et puis, il y a une place également à la chirurgie en fonction du type de lésion et de leur localisation et des symptômes associés. Maintenant, entrons un peu dans le vif du sujet de la douleur et notamment de la douleur chronique. Je vais d'abord faire une première partie sur des rappels de douleurs chroniques pour venir ensuite sur vraiment la douleur dans l'endométriose. Donc, la douleur chronique, elle est définie par l'IASP, qui est l'Association internationale d'études de la douleur, comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Déjà, on voit que la douleur, c'est à la fois des sensations et des émotions. Elle est liée à un dommage tissulaire réel ou potentiel. Là, on voit encore une fois qu'on peut avoir une lésion tissulaire qu'on objective et parfois qu'on objective moins, mais qui crée tout de même de la douleur. La douleur chronique, ça reste une pathologie fréquente puisque toute cause confondue de douleur, c'est 20 à 30% de la population. Et il faut savoir que la douleur chronique, elle est reconnue comme une maladie chronique à part entière par l'OMS. Quelle que soit la cause de cette douleur, c'est une pathologie chronique. Et aujourd'hui, on est là pour comprendre son fonctionnement et nous aider à mieux la prendre en charge. Un point important qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le gros distinguo douleur aiguë, douleur chronique. Douleur aiguë, on la connaît tous dans notre quotidien, c'est une douleur utile. Typiquement, je me fracture le bras, j'ai mal, ça m'alerte, c'est utile. Je fais un diagnostic, j'ai une fracture,
ma douleur va s'estomper, disparaître en théorie après guérison des lésions. Si je ne me fais pas soigner, ou si j'ai un traitement inadéquat, là, on risque d'entraîner, ça peut entraîner une douleur chronique. Mais en général, la douleur aiguë, voilà, elle est utile, ça nous alerte. A contrario, la douleur chronique, comme je vous le disais, c'est devenu véritablement une maladie. Elle n'a plus de rôle biologique. Elle est inutile, à part gâcher un peu le quotidien, elle n'est pas utile. Elle est plurifactorielle. En général, c'est pas aussi simple que la douleur aiguë. Il n'y a pas une cause unique qui explique tout le tableau. Il y a d'autres facteurs qui se sont associés avec le temps. Elle entraîne des conséquences qui ne sont pas négligeables sur la vie quotidienne, sur la qualité de vie, sur l'humeur, avec de l'anxiété, voire parfois de la dépression. Et l'enjeu, ça va être de soulager, de trouver des stratégies de gestion des symptômes douloureux pour améliorer la qualité de vie. On ne peut plus dire malheureusement que comme dans la douleur aiguë, l'enjeu c'est de trouver la cause, de traiter et de ne plus avoir mal. On sait qu'on a un grand risque de voir persister certaines douleurs. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut juste apprendre à vivre avec ces symptômes. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une petite phase qui n'est pas simple d'acceptation. J'ai des douleurs chroniques, effectivement, elles sont là, et peut-être qu'une partie restera là. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer la qualité de vie. C'est pas la même chose de vivre avec des douleurs terribles tous les jours qui nous empêchent d'avoir une vie professionnelle, sociale, familiale normale, et de vivre avec un fond douloureux qu'on arrive à gérer, qu'on arrive parfois à oublier, et qui surtout ne nous empêche plus de vivre notre vie quotidienne. La physiologie de la douleur, je vais essayer de la simplifier. C'est important de la connaître pour comprendre aussi ce qui nous arrive quand on a mal. Quand on a mal, normalement, le circuit de la douleur aiguë, je vous expliquais tout à l'heure, il part de récepteurs de la douleur. Typiquement, là sur le schéma, vous voyez au bout du doigt, imaginez une lésion. Les récepteurs de la douleur s'activent parce qu'ils ont été stimulés par une stimulation suffisamment forte. Un message douloureux passe par un nerf, puis remonte dans votre moelle épinière, dans un réseau de la douleur où toutes nos fibres remontent. Et enfin, ça arrive au cerveau, on perçoit la douleur. Les centres cérébraux qui gèrent la douleur communiquent avec nos centres qui gèrent les émotions et notre mémoire. En parallèle de ça, l'être humain est pourvu de filtres qui font que tous les messages douloureux ne parviennent pas toujours à notre cerveau. Depuis le cerveau, on a des filtres qui descendent et qui visent à inhiber un peu les voies de la douleur, qui visent à augmenter la sécrétion des endorphines. Au niveau de notre moelle épinière, on a une porte qu'on peut refermer, si je schématise un peu, c'est la théorie du get control. On va aller stimuler d'autres récepteurs qui vont court-circuiter le message douloureux. Et finalement, c'est une balance dans notre corps entre les stimulations douloureuses et les voies qui inhibent notre douleur. Sur la première balance, vous voyez, c'est un état de non douloureux. Nos messages douloureux, représentés en bleu, IN, un flux nociceptif, s'équilibrent avec nos voies de l'inhibition de la douleur. C'est ce qui explique qu'on peut rester assis pendant des heures et pas avoir mal tout le temps, sinon on pourrait avoir mal tout le temps aux fesses. Nos capteurs enverraient des messages douloureux. Là, on est à l'équilibre, on n'a pas mal. Sur la deuxième balance, on voit que les influx douloureux, en bleu toujours, sont aussi intenses que sur notre première balance, et pourtant la balance pense vers la douleur, parce que notre système d'inhibition ne fonctionne plus, il y a un défaut de régulation. C'est des douleurs dysfonctionnelles par défaut de régulation. Et enfin, la dernière balance, là, c'est plutôt la douleur aiguë. Tout à l'heure, je vous disais, je me fracture le bras. Là, il y a une somme de messages douloureux, IN, qui sont plus forts, plus intenses. Et même si mon système d'inhibition fonctionne bien, il laisse passer la douleur pour me permettre de m'alerter. Enfin, on a des facteurs de chronicisation qui ont été identifiés, qui ont été beaucoup étudiés, qui expliquent que face à une même lésion, face à une même douleur, le risque de développer des douleurs chroniques n'est pas le même. Il y a des facteurs génétiques, voilà, qui nous rendent plus vulnérables à la douleur. Il y a des facteurs environnementaux. Environnementaux, c'est aussi tout ce qui va nous arriver dans notre vie. On sait que les antécédents de traumatisme physique ou psychique nous rendent plus vulnérables à la douleur. Ça ne veut pas dire qu'ils expliquent totalement la symptomatologie de la douleur. C'est un facteur qui va la rendre plus intense et plus chronique. On a les facteurs de stress aussi. Voilà, ce qui fait que ces facteurs, ce sont des facteurs individuels et on n'a pas tous le même risque
de basculer vers de la douleur chronique. Les cercles vicieux de la douleur qui ont été bien étudiés aussi, principalement 2 types de cercles vicieux. Un cercle vicieux physique, typiquement j'ai des douleurs. Je tente de me protéger de la douleur en évitant l'activité. Je pense qu'en évitant l'activité, ça va m'aider. Puis finalement, en évitant l'activité, je perds de la forme physique. Mes douleurs persistent malgré tout. Ça me fait de nouveau éviter l'activité et à terme, j'ai une altération accrue de mes capacités physiques. Je me déconditionne physiquement et mes douleurs persistent. Le cercle vicieux psychologique qui va favoriser la chronicisation, c'est que la douleur, chez tout le monde, ça entraîne, surtout quand ça dure, voilà, colère, voire anxiété, de la peur aussi, de l'angoisse. Ces émotions vont petit à petit risquer une détérioration de l'humeur, et la détérioration de l'humeur va entraîner une perception accrue de la douleur. Ça ne veut pas dire que si on est stressé, c'est pour ça qu'on a mal, ça ne veut pas dire que on est angoissé et que c'est pour ça que la patiente a mal, parce qu'à une époque, parfois, il y avait des raccourcis un peu rapides où certains disaient elle a mal parce qu'elle est angoissée. Non, c'est pas du tout ça. C'est que anatomiquement parlant, nos émotions, elles sont chez l'être humain connectées à la zone qui gère la douleur et donc elles modulent notre zone qui gère la douleur. Elles vont amplifier les signaux douloureux sur le plan cérébral. On va se centrer maintenant sur la douleur dans l'endométriose. Il faut savoir que la douleur dans l'endométriose, c'est quand même le symptôme le plus fréquent, puisque 70% des femmes atteintes d'endométriose ont des douleurs. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de corrélation entre l'étendue des lésions et l'intensité de la douleur. 2 femmes qui ont les mêmes lésions n'auront pas les mêmes symptômes. La douleur dans l'endométriose, elle évolue un peu sur 2 modes. Souvent, on a des douleurs de fond qui peuvent être un peu quotidiennes, associées à des paroxysmes. Les patientes parlent beaucoup de crise. Après, ce n'est pas une règle en soi. Voilà, il n'y a pas une endométriose qui ressemble à une autre. Il y a des patientes qui n'ont que les crises, il y a des patientes qui n'ont que les douleurs de fond, puis il y en a d'autres, malheureusement, qui ont les deux. En termes de symptomatologie, il y a une triade fréquente, dyspareunie profonde, c'est-à-dire douleur au moment des rapports en profondeur, dysménorrhée, c'est-à-dire douleur de règles, et douleur pelvienne chronique dans des douleurs qui durent. Et puis on peut avoir de manière associée des signes digestifs et des signes urinaires. Et c'est pas rare de voir finalement d'autres symptomatologies douloureuses associées qui débordent de la sphère pelvienne avec des lombalgies, des douleurs du dos, des douleurs neuropathiques, on entend ça beaucoup dans l'endométriose et on va revoir ensemble un petit peu ce que c'est, et des douleurs parfois bien au-delà des sites d'atteinte de l'endométriose. On peut avoir des douleurs des épaules, bien entendu, on n'a pas d'endométriose au niveau des épaules, mais on peut avoir des douleurs qui diffusent au-delà des lésions. Pourquoi l'endométriose est particulièrement douloureuse? C'est parce qu'il y a une somme finalement d'explications. Il y a de l'inflammation, on va revoir ça en détail, des adhérences, de la sensibilisation nerveuse, une perception cérébrale à terme qui va être de plus en plus accrue. Si on reprend toutes les causes un peu de douleur, en tout cas toute l'intrication des phénomènes qui expliquent la douleur, on va commencer déjà par l'inflammation chronique. On a des lésions qui sont sur un site où il ne devrait pas y avoir ces cellules-là. La présence de ces cellules sur un site qui ne devrait pas avoir ces cellules-là va créer de l'inflammation avec une réaction immunitaire autour des lésions. Cette inflammation, elle va créer petit à petit une hyperréactivité des nerfs, sans qu'il y ait forcément les nerfs qui soient directement touchés. C'est aussi l'inflammation qui va créer ça. L'inflammation chronique, avec le temps, va entraîner des adhérences du tissu cicatriciel un peu entre les organes. Ce tissu cicatriciel va entraîner une perte de mobilité des organes pelviens qui vont plus pouvoir bouger de la même façon. Et cette perte de mobilité va entraîner des douleurs quand on tente de se mobiliser, mais aussi des douleurs parfois et des troubles digestifs, des douleurs urinaires, même s'il n'y a pas d'atteinte vraiment directement de l'endométriose sur la vessie, sur le tube digestif, on peut quand même avoir par une perte de mobilité des douleurs sur ces territoires-là. Donc, on a vu l'inflammation, on a vu les adhérences. Maintenant, la question des douleurs neuropathiques dans l'endométriose. Une douleur neuropathique au sens médical, c'est quoi? C'est une atteinte
du système nerveux, une lésion du système nerveux qui crée des douleurs neuropathiques, qui sont bien codifiées, qui répondent à des critères diagnostiques. Les douleurs neuropathiques, c'est souvent des douleurs à type de fourmillement, engourdissement, brûlure, étau, décharge électrique. On a tout ça. Et une douleur neuropathique, normalement, elle se situe dans un territoire qui est en rapport avec le nerf touché, par exemple. Donc, si on applique ça à l'endométriose, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le terme de douleur neuropathique? Parfois, on a une infiltration de certains nerfs. Par exemple, là, je vous ai mis l'infiltration du plexus sacré. En bas, voilà, en regard du sacrum, on a l'émergence de plexus nerveux, et comme anatomiquement, la zone pelvienne est très proche, notamment les paramètres, on peut avoir une atteinte de ces nerfs-là. Ça reste une localisation rare d'endométriose. Mais dans ce cas-là, on a des douleurs on appelle très systématisées. Ça recouvre un territoire précis et on a une douleur vraiment très neuropathique. Parfois, on n'a pas d'atteinte de nerfs. L'endométriose ne touche pas directement nos nerfs, mais ça n'empêche que nos nerfs, ils ont été hyper activés par l'inflammation. Et puis, une autre chose importante qui touche notre système nerveux, c'est les phénomènes de sensibilisation pelvienne. Quand on dit sensibilisation, il ne faut pas croire que c'est des femmes qui sont juste trop sensibles. Pas du tout. C'est vraiment une modification du système nerveux qui gère la douleur. Je vous ai montré tout à l'heure ce système nerveux-là. Là, il va devenir hyper réactif. On aura des douleurs beaucoup plus diffuses avec le temps. C'est des femmes qui disent « Moi, j'avais des douleurs toujours au moment des règles, et petit à petit, c'est devenu beaucoup plus permanent et ça a diffusé au-delà de ma sphère pelvienne. » C'est ça, la sensibilisation. Là, j'ai essayé de vous refaire le schéma appliqué à l'endométriose, le schéma que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le circuit de la douleur pour vous faire comprendre vraiment ce qu'était la sensibilisation. Regardez en bas à gauche, on part de l'endométriose. L'endométriose crée de l'inflammation. L'inflammation active les récepteurs de la douleur, vous les voyez, c'est les petites terminaisons rouges là. Ensuite, notre message douloureux remonte sur notre moelle épinière que j'ai mise en jaune. Elle arrive au cerveau. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des filtres, des freins, notamment au niveau de la moelle épinière. Et donc, dans l'état d'hypersensibilisation, tout est modifié. Les terminaisons nerveuses en rouge, elles vont devenir hyper réactives, elles vont s'activer de plus en plus facilement. Les freins, au niveau de la moelle épinière ou au niveau du cerveau, ils ne marcheront plus. Donc, toutes les informations passeront au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, les douleurs pourront être amplifiées par les facteurs émotionnels qui se sont accumulés avec le temps, en rapport avec les douleurs ou parfois en rapport avec l'histoire de vie. C'est ça le phénomène de sensibilisation à la douleur. Ça ne touche pas toutes les femmes, c'est pas complètement irréversible puisque c'est modulé. Plus on a mal, plus on risque de se sensibiliser et plus on trouve des moyens d'agir sur notre douleur et plus cet état d'hypersensibilisation, on va rester vulnérable mais on va pouvoir revenir petit à petit en arrière. Pour compléter ce cercle un peu vicieux, vous voyez que j'ai rajouté la composante musculaire sur le schéma parce que à force d'avoir mal, de manière réflexe, notre corps se contracte en réponse. C'est une réponse de protection à la base. Sauf que finalement, cette réaction musculaire, elle va entraîner encore une perte de mobilité, des tensions, et elle va venir entretenir la douleur. C'est là que c'est complexe, parce qu'on a ce cercle vicieux de la douleur qui s'installe. Là, je viens de vous expliquer un peu ce qu'était la sensibilisation. Et donc, dans la sensibilisation, nous, on a des critères diagnostiques. On ne fait pas ça à vue de nez. Tiens, j'ai l'impression qu'il y a de la sensibilisation. Non, il existe vraiment des critères diagnostiques, d'interrogatoire et d'examen clinique qui nous montrent que toutes les composantes de la douleur vont être amplifiées. C'est des femmes qui finissent par avoir mal, certes, pendant les rapports, mais aussi après. Ça crée des douleurs après, qui durent parfois plusieurs heures, parfois plusieurs jours. C'est des femmes qui vont avoir mal quand la vessie se remplit, mais aussi quand elle se vide. On a mal avant d'aller à la selle, mais aussi après. Les vêtements, on commence à plus très bien les supporter, les tampons encore moins. Et puis, on peut développer d'autres douleurs, migraines. Ça s'associe à une fatigue chronique. Là, rassurez-vous, je vous mets le tableau complet, heureusement. Voilà, encore une fois, ça ne touche pas toutes les femmes, c'est pas irréversible et on n'a pas forcément tous ces critères-là. Dans les autres composantes de la douleur associée à l'endométriose,
il y a la composante musculaire dont va beaucoup vous parler mes collègues Maud et Aude ensuite. Il faut retenir que la composante musculaire, c'est à la fois une conséquence de l'endométriose. Hein. On a des lésions qui nous créent de l'inflammation, qui nous créent de la douleur, et de manière réflexe, hop, on se contracte. Et puis à terme, ça devient aussi une cause à part entière de douleur, parce que ça crée de l'hypomobilité, ça crée des contractures, un défaut de relâchement musculaire, des points gâchettes. Et on a identifié un certain nombre de muscles qui étaient particulièrement impliqués dans les douleurs d'endométriose. Le diaphragme, le psoas, le carré des lombes, les piriformes obturateurs internes et les muscles du plancher pelvien. Et ça, je laisserai mes collègues le développer ensuite. Donc finalement, vous voyez que ce n'est pas aussi simple qu'une lésion, une douleur, un traitement qui règle tout. C'est des mécanismes complexes qui sont intriqués et on va devoir attaquer un peu la douleur à chaque niveau d'intégration sur notre circuit de la douleur. Parce que souvent, supprimer la cause initiale ne va pas toujours suffire à faire disparaître ou à améliorer la douleur. La douleur, elle a un impact sur le quotidien. Donc, l'enjeu de la prise en charge, ça va être de trouver des stratégies de gestion de cette douleur chronique pour vraiment faire en sorte que les patients puissent reprendre la main sur les symptômes douloureux et que ce soit plus ces symptômes douloureux qui dictent un peu leur quotidien, leurs activités de loisirs, leurs activités familiales ou professionnelles. Et de ce fait-là, il faut que ce soit une approche personnalisée. Hein. Deux endométrioses ne seront jamais identiques, donc elle doit être individualisée, elle est souvent multidisciplinaire, elle doit combiner des stratégies médicamenteuses, non médicamenteuses, chirurgicales si besoin. Je vous ai remis ce petit schéma-là pour vous faire comprendre qu'effectivement, on va avoir une action à tous les niveaux de la douleur. Certes, l'endométriose, il ne faut pas l'oublier, je la développe peu aujourd'hui parce qu'on en a parlé dans le premier webinaire, mais bien entendu, il faut la prendre en charge. L'inflammation, ensuite une action sur l'hypersensibilité des nocicepteurs, une action sur l'épuisement des freins, une action sur la composante émotionnelle, une action sur la composante musculaire. Parce que effectivement, vous imaginez bien que voilà, si on supprime l'endométriose, on ne supprimera pas forcément tout le reste. Et c'est ce qui explique que parfois certaines femmes se font opérer, et parfois, pas toujours, encore une fois, bien heureusement, parfois elles nous disent j'ai toujours mal après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est votre système nerveux, il a du mal à oublier cette douleur-là, il faut qu'on l'aide. Vos émotions, elles ont continué à entretenir la zone cérébrale de la douleur et cette zone cérébrale, elle a du mal à oublier cette douleur. Vos muscles, ils ont emmagasiné tellement de douleur qu'ils n'arrivent plus à se relâcher tout seuls, même si on a traité la cause initiale. Donc, notre prise en charge, elle va tenter d'accompagner chaque niveau. L'endométriose, encore une fois, préalable indispensable. Hein, je vous rappelle, voilà, traitements hormonaux, ça peut être des œstroprogestatifs en continu, des progestatifs, parfois des traitements agonistes qui placent en ménopause, parfois un stérilet, parfois la chirurgie. Ça, c'est vraiment du ressort des gynécologues, des sages-femmes qui orientent, qui discutent aussi des dossiers en RCP pour déterminer la stratégie la plus adaptée en fonction du type d'endométriose. Les traitements médicamenteux de la douleur. Deux grandes catégories de traitements médicamenteux. On a les traitements pour gérer les pics de la douleur, c'est souvent les traitements de la douleur aiguë. Puis on a les traitements qui visent à limiter la douleur de fond et la survenue des paroxysmes. Ça, c'est des traitements de fond. Dans les traitements qui gèrent les pics de la douleur, c'est des traitements qu'on va prendre ponctuellement. Ils vont avoir un effet immédiat, mais qui va être limité dans le temps. Ils sont bien adaptés à la gestion des crises. On a recours aux antalgiques d'action rapide, le paracétamol que vous connaissez tous, mais qui est relativement peu efficace, les anti-inflammatoires beaucoup plus efficaces. Si un anti-inflammatoire n'est pas supporté ou n'est pas toléré, ça ne veut pas dire que les autres le seront. Il ne faut pas hésiter à revoir et à en tester d'autres, sous d'autres formes. Les dérivés des opiacés, ça veut dire des dérivés de la morphine, le tramadol et l'opium. L'opium qu'on retrouve dans l'isalgie, dans la lamaline. C'est des traitements qu'on va pouvoir utiliser sur certaines crises, mais qui seront vraiment à limiter le plus possible, un peu moins indiqués dans le traitement de l'endométriose.
Et enfin, les morphiniques, pardon, qui ne sont pas indiqués pour un traitement de la douleur chronique. Alors parfois, on en a besoin voilà, en post-opératoire, là, on a une douleur aiguë qui s'est ajoutée, bien entendu, on peut avoir ponctuellement ce besoin-là, mais surtout pas en douleur chronique et de manière trop répétée. Je vous l'explique juste après. En parallèle de ces traitements de pic de la douleur, on a les traitements de fond. Les traitements de fond, ce sont à peu près les mêmes quand il y a des phénomènes de sensibilisation, des douleurs neuropathiques. Ces traitements de fond, comme leur nom l'indique, ça va être des prises quotidiennes sur plusieurs mois. L'effet, il va être différé. Si on décide, si vous décidez avec vos médecins de débuter un traitement de fond, qu'il n'y a pas d'efficacité au bout de 15 jours, il ne faut pas se dire ouais, ça n'a pas marché. Non, parce qu'on sait que l'effet, il est différé, ça peut prendre 4 à 6 semaines. Donc si le traitement est bien supporté, qu'il ne fait pas d'effet, ben, il faut attendre. Une fois que l'effet s'installe, c'est un effet qui va durer dans le temps. Et on va les mettre sur plusieurs mois pour calmer ce phénomène-là qu'on voyait tout à l'heure de sensibilisation. On va essayer d'éteindre un petit peu le feu qui a été pris dans le circuit de la douleur. Et souvent, on va y voir plus clair d'ailleurs après sur les composantes résiduelles de la douleur. Les traitements de fond, ils font partie de deux grandes catégories. Certains antiépileptiques, certains antidépresseurs. J'ai l'habitude de dire que, bien entendu, on ne cherche pas à traiter une épilepsie ou une dépression. C'est qu'on s'est aperçu avec le temps que ces molécules-là, en les étudiant, certaines de ces molécules-là, c'est pas n'importe quel antidépresseur, certaines de ces molécules avaient une action sur les voies de la douleur. Donc, on met pas, quand on met un antidépresseur, on se dit pas, oh tiens, il y a une composante émotionnelle et on met un antidépresseur, ça ira mieux après. Non, pas du tout. On peut mettre des antidépresseurs à des patients qui sont pas du tout dépressifs parce qu'ils vont avoir une action sur les voies de la douleur. Juste un petit aparté sur pourquoi se méfier des opiacés. Bon, bah ça, vous le savez tous, la morphine, il y a des phénomènes d'accoutumance. La morphine, il y a des effets indésirables qui ne sont pas négligeables et qui risquent d'aggraver les douleurs de l'endométriose, puisqu'ils occasionnent souvent constipation, nausées, favorisent la rétention d'urine, tout ce qu'on ne souhaite pas dans l'endométriose. Et puis, il y a un risque qui est un peu méconnu, à la fois des professionnels et des patients. C'est ce qu'on appelle, en langage un peu médical, l'hyperalgésie induite par les opiacés. C'est quoi? Hyperalgésie, c'est hypersensibilisation à la douleur. En fait, paradoxalement, la morphine, plus on en prend, je parle vraiment de douleurs chroniques non cancéreuses, et plus ça risque d'aggraver ces phénomènes d'hypersensibilisation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le moins possible et sur la durée la plus courte possible. Nous, dans les centres antidouleurs, on fait beaucoup plus de sevrage en morphine que d'introduction de traitement morphinique. Alors, les traitements de fond de la douleur, je vous le disais, certains antidépresseurs, classiquement, on en utilise 3, le Laroxyl, la duloxétine, la venlafaxine. Le Laroxyl à petite dose, on utilise des petites doses pour la douleur. C'est des doses qui ne sont pas du tout efficaces sur l'humeur. Si on a un patient qui a en plus une dépression, on ne va pas utiliser ça parce que les doses dont nous on a besoin pour la douleur ne seront pas efficaces sur l'humeur. Il faudra qu'on augmente sinon beaucoup les doses. La duloxétine et la venlafaxine qui sont d'autres catégories d'antidépresseurs. On utilise aussi certains antiépileptiques avec surtout la gabapentine. En général, on tente d'atteindre minimum de 100 mg par jour. Tous ces traitements-là, il faut retenir qu'il faut augmenter très 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 progressivement. Vous voyez, on n'en a pas 10 à notre disposition. Donc quand vous décidez avec vos médecins de les introduire, il faut prendre son temps. C'est en prenant son temps qu'on potentialise les chances de bien tolérer le traitement. Si on va trop vite, on ne va pas le tolérer, on va l'arrêter et ça va nous faire une solution en moins. Il faut bien avoir à l'esprit que l'effet il est différé. Donc si ça ne fonctionne pas, il ne faut pas arrêter trop tôt. Si ça ne fonctionne pas et qu'on tolère, bien entendu, le médicament, puisque c'est des traitements qui visent la qualité de vie. Bien entendu, si on introduit ces traitements et que les effets indésirables sont bien supérieurs aux bénéfices perçus, on ne va pas les poursuivre. Et donc, on cherche à atteindre une dose efficace et ensuite, on va maintenir ces traitements sur plusieurs mois. Parfois, ces traitements sont introduits aussi en préopératoire. Parce que si les patientes sont trop douloureuses, s'il y a un terrain de sensibilisation majeur, le chirurgien il va vouloir différer un peu la chirurgie pour venir opérer dans des conditions plus satisfaisantes. Vous imaginez bien qu'opérer une patiente hyperalgique qui a développé un état d'hypersensibilité
très important, la chirurgie, elle ne va pas se faire dans les meilleures conditions et on va s'exposer à un risque de douleur post-opératoire. Dans ces cas-là, on est mieux de temporiser, de mettre en place notre stratégie globale d'accompagnement des douleurs avec les stratégies médicamenteuses et aussi non médicamenteuses que je vais vous présenter après, pour arriver à un état où la sensibilisation, elle est moins marquée, on est revenu en arrière, il y a moins de douleurs, moins diffuses, et où là, la chirurgie, elle va avoir plus sa place dans de meilleures conditions. Sinon, on s'expose au risque de douleur post-opératoire. On peut aussi traiter, vous avez vu sur le petit schéma, parfois il y a une hypersensibilité des nocicepteurs, et parfois cette hypersensibilité elle peut se localiser au niveau de la vulve. C'est ce qu'on appelle une vulvodynie. Et on peut utiliser des crèmes anesthésiantes. Souvent, cette vulvodynie, elle est aussi associée à une composante musculaire. Donc, en faisant des automassages, on traite à la fois les récepteurs et on amorce un travail sur la composante musculaire. De manière associée aux méthodes médicamenteuses, il y a les méthodes non médicamenteuses. Et je dirais même que les méthodes non médicamenteuses, c'est indispensable de les tester. L'endométriose touche des patientes jeunes, on n'a pas forcément l'envie d'aller introduire des traitements médicamenteux très tôt. On cherche à prioriser quand même l'accompagnement non médicamenteux. L'accompagnement non médicamenteux, il y a des solutions simples que vous connaissez certainement. On sait que l'application de chaleur peut être des solutions d'apaisement. On connaît le TENS. Le TENS, c'est de l'électrostimulation électrique transcutanée. Comment ça fonctionne? Eh bien, on vient coller des électrodes dans les zones de douleur ou sur certains territoires. On crée une électrostimulation qui ne doit pas être douloureuse. Et en fait, ces messages, cette stimulation va venir court-circuiter le message douloureux au niveau de notre moelle épinière. C'est le fameux filtre dont je vous parlais tout à l'heure qui dysfonctionne en douleur chronique. La théorie de la porte, on cherche à court-circuiter la remontée du message douloureux. Bien entendu, ça ne traite pas les lésions d'endométriose, mais ça traite la douleur. Et si on traite la douleur, nos phénomènes de sensibilisation qui se sont installés avec le temps, le système nerveux il va pouvoir se relâcher un petit peu, petit à petit. Dans le non médicamenteux, il y a aussi une place aux stratégies de gestion du stress, aux thérapies de soutien, aux thérapies cognitivo-comportementales, à l'hypnose, à la méditation. Ces stratégies-là, elles ont une action sur l'intégration de la douleur et sur la modulation cérébrale. Quand on parle de stratégie de psychothérapie, il ne faut pas se dire que votre ressenti douloureux il n'est pas réel et que c'est votre cerveau qui crée ça. C'est bien plus subtil que ça. Votre ressenti douloureux, il est réel. C'est pas dans votre tête. Mais par contre, la douleur, elle passe quand même par le cerveau. Et vous avez vu qu'elle est modulée par nos émotions. Donc, en améliorant notre gestion émotionnelle, on diminue l'impact que ces émotions ont sur notre zone cérébrale qui gère la douleur. Et donc, c'est en passant aussi par là qu'on peut aider à faire baisser la souffrance en rapport avec l'endométriose. Enfin, il y a les stratégies physiques, restaurer la mobilité, se reconditionner physiquement, c'est important. Et ça, il faut être aidé, je pense, par des kinés, par des enseignants en activité physique adaptée. Avoir l'approche physique, ça va permettre de couper un facteur d'entretien de la douleur que vous avez vu sur mon schéma initial. Les ostéopathes peuvent être des professionnels aidants également. L'alimentation, qu'on n'aura pas le temps de développer aujourd'hui, peut également apporter un confort supplémentaire. Et enfin, là on a parlé des stratégies médicamenteuses, non médicamenteuses, c'est important aussi petit à petit de retrouver une vie en dehors de la maladie ou de préserver cette vie-là. C'est capital, la vie sociale, la vie de loisir en dehors des soins, elle est à préserver. L'activité physique en autonomie, elle est à préserver. La vie familiale aussi, pour restaurer finalement un équilibre global. En conclusion, avant que je passe la parole à mes deux collègues, la douleur, voilà, on a pris le temps d'en parler aujourd'hui parce que ça reste le symptôme le plus fréquent. La douleur chronique, c'est une pathologie chronique dont l'enjeu principal est d'améliorer la qualité de vie. Des solutions existent, même si je vous ai dit que c'était une pathologie chronique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Si des solutions existent quand le traitement de la cause de l'endométriose ne suffit pas chez certaines femmes,
un traitement adapté de l'endométriose va suffire à améliorer complètement leur douleur, et tant mieux. Mais chez d'autres, il va falloir une approche plus complète, plus globale pour rompre tous ces cercles vicieux, pour trouver le moyen d'autogérer les symptômes, de retrouver du temps hors du soin, du temps de qualité, et de petit à petit rebasculer vers un cercle vertueux, retrouver confiance et sortir de cet engrenage. Je vais maintenant passer la parole à mes deux collègues qui vont pouvoir également partager leur écran. Et puis, on se retrouve à la fin pour les questions. Oui, merci beaucoup. Euh, on va passer la parole à Maud Jarige et Aude Gers, qui sont kinésithérapeutes. Vous nous voyez bien? C'est tout bon. Parfait. Donc, moi, je m'appelle Jarige Maud, je suis kinésithérapeute à côté de Rennes, à Vezin-le-Coquet. Et moi, Aude Gers, kinésithérapeute à Rennes. Excusez-moi. Alors, on a organisé du coup la prise en charge en kinésithérapie pour soulager l'endométriose. On est parti sous l'influence des 5D. Donc, on a parlé des dysménorrhées, des dyschésies, des dysuries, des dyspareunies et des douleurs chroniques et le facteur temps qui va être important pour cette prise en charge en kinésithérapie pour les patientes qui sont atteintes d'endométriose. Donc, on commence par les dysménorrhées. Les dysménorrhées, donc, c'est les douleurs pendant les règles, qu'on a bien parlé juste avant, qui sont représentées chez les patientes atteintes d'endométriose et qui, des fois, perdurent malgré l'absence de règles. Donc, les douleurs d'endométriose donnent des douleurs qui sont souvent supérieures à 7 et qui sont malheureusement pas abolies par les traitements tels le Doliprane. Donc, la prise en charge en kinésithérapie est intéressante pour pouvoir travailler vraiment la prise de conscience au niveau du patient, de cette douleur, et de permettre aussi aux patients de comprendre un petit peu mieux le phénomène cyclique qu'il peut y avoir avec les menstruations. Souvent, on a parlé que le traitement allait chercher une aménorrhée, mais malheureusement, cette aménorrhée, des fois, ne permet pas d'éteindre totalement. Les résidus hormonaux circulants ne sont pas toujours, en fonction de la sensibilité des patientes, ne sont pas toujours éteints totalement. Donc, il est important pour les patientes d'apprendre à connaître un petit peu leurs phénomènes cycliques qui peuvent persister malgré cette prise en contraception souvent en continu. Donc, des fois, il existe malgré tout une variation des douleurs chez certaines patientes. Donc, comme je l'ai dit, chaque patiente est différente. Et donc, c'est vraiment important à la personne de se rendre compte s'il y a un caractère cyclique ou non cyclique de ces douleurs qui peuvent varier. Et en cas de phénomènes qui ne sont non cycliques, de surtout pouvoir référer rapidement au médecin pour pouvoir aménager le traitement si c'est nécessaire. Donc, cette dysménorrhée, elle peut être prise en charge par le kinésithérapeute s'il n'est pas totalement aboli. Ensuite, donc, au niveau de l'abdomen, on va parler aussi du coup, de tout ce qui est les dysménorrhées, mais aussi, on parle aussi souvent d'endobélie. L'endobélie, c'est vraiment ce ventre qui va avoir tendance à gonfler, cette inflammation qui va faire que du coup, ce liquide péritonéal qui est compris au niveau du ventre, d'entre les deux feuillets du péritoine, va être augmenté. Et malheureusement, celui-ci n'étant pas très flexible, du coup, va créer des douleurs parce qu'il est aussi porteur de molécules qui sont attraits à l'inflammation. Et donc, du coup, ça va
diminuer les plans de glissement de ce péritoine et de tous les organes qui l'entourent, malgré qu'il y ait des lésions ou pas de lésions au niveau de l'endométriose. On parle aussi au niveau de l'abdomen de dyschésie. Les dyschésies, donc, c'est les douleurs, c'est les difficultés à exonérer les selles, comme par exemple la constipation, et qui peut provoquer des douleurs lors de la défécation, mais aussi post-défécation. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir la prendre en charge, cette dyschésie, par un rééducateur pour pouvoir vraiment diminuer au maximum l'impact et de pouvoir permettre à la patiente de pouvoir éviter d'être constipée. Donc, on va vraiment travailler toute la synergie musculaire et abdominale, mais on va pouvoir aussi travailler directement au niveau du transit et au niveau des organes pour pouvoir vraiment fluidifier au maximum, éviter la constipation et favoriser un maximum au niveau du transit. Donc vraiment, on a une synergie qui se passe vraiment entre toutes nos étapes de la digestion et qui vont permettre que de la bouche jusqu'au niveau de l'anus, que tout puisse bien passer sans créer plus de douleur. Et donc, on va vraiment favoriser euh, une vidange sans douleur. Donc, souvent, ce qu'on va conseiller aussi, c'est de pouvoir avoir une prise en charge concordante avec un diététicien nutritionniste. On sait qu'aujourd'hui, EndoDiète commence à se développer et donc souvent, c'est intéressant de pouvoir référer, en plus d'une prise en charge pour les troubles anorectaux, de pouvoir regarder tout ce qui est alimentation. Donc vraiment, on travaille et l'abdomen pour pouvoir drainer au niveau des organes, mais aussi favoriser le transit pour pouvoir augmenter les plans de glissement au niveau de cet abdomen et diminuer les douleurs. Ensuite, on parle de troubles au niveau urinaire. On parle souvent donc de dysurie, c'est-à-dire de difficulté à évacuer au niveau des urines. Des fois, il y a des lésions au niveau du système urinaire, mais comme l'a très bien dit le docteur Le Picard, des fois, il n'y en a pas. Mais ces tensions musculaires qui peuvent engendrer des troubles au niveau anal peuvent aussi engendrer des troubles urinaires. Et souvent, on retrouve soit des difficultés à uriner, soit une augmentation de la fréquence des urines, donc d'émission. Et donc, c'est ce qu'on appelle la polacturie. Chez certaines patientes, on peut même, d'où la fréquence de miction, retrouver du sang au niveau des urines. Et donc, c'est vraiment très important de pouvoir le référer à un médecin si c'est nécessaire. Donc, souvent, les femmes vont avoir tendance à rappeler des sensations d'infection urinaire, mais l'examen d'analyse des urines revient toujours négatif. Et donc, là, il est important que le kinésithérapeute puisse faire un bilan complet avec la patiente de ses habitudes de vie, etc. Et donc, des fois, on utilise des échelles pour pouvoir vérifier la problématique de la patiente et lui demander d'effectuer un calendrier mictionnel lors du bilan pour vraiment qu'elle puisse analyser un petit peu son comportement et puisse le modifier. Donc là, ce que j'ai voulu vous représenter, c'est vraiment qu'il y a une synergie entre ces organes qui peuvent être réservoirs, comme le rectum, et la vessie, le détrusor. Vraiment, ce réservoir est synergique avec le muscle périnée, puisque normalement, quand on veut aller évacuer les selles ou quand on veut aller évacuer l'urine, tout simplement, le périnée que vous avez sur l'image de droite va pouvoir se détendre pour que ce réservoir puisse se vider complètement. Malheureusement, à cause de tensions musculaires qui peuvent être liées soit à l'endométriose, mais soit aux effets secondaires de l'endométriose par la douleur, toute cette augmentation du tonus va augmenter et va créer ce qu'on appelle des dysynergies qu'on va retrouver dans les dyschésies et qu'on va retrouver dans les dysuries. Donc, vraiment, cette synergie est vraiment à dissocier d'une sensation de vessie qui peut être douloureuse lors de lésions qui peuvent se trouver aussi sur la vessie.
Donc, ce qui est important de l'analyse qu'on a pu faire avec la patiente, de savoir ce qu'elle retrouve lors du bilan, pouvoir mieux comprendre comment elle va pouvoir se prendre en charge et quel comportement déjà elle va pouvoir modifier. Donc la rééducation périnéale, dans un premier lieu, c'est aussi beaucoup d'éducation, comme je vous l'ai déjà dit, et donc ça prend un petit peu de temps. Mais il y a aussi tout cet aspect externe qui peuvent être sensations, palpations, qu'on va pouvoir essayer de décrire avec les patients et qui est vraiment très importante. En rééducation périnéale, on a aussi un travail qui peut être en interne, pouvoir rééquilibrer un peu et de travailler tout ce relâchement musculaire qu'il y a au niveau de l'anus pour rendre les muscles fonctionnels, puisque un muscle fonctionnel, c'est un muscle qui sait se détendre et un muscle qui sait se contracter. Et donc, du coup, quand on a besoin d'évacuer, c'est important que ce muscle puisse bien se détendre pour pouvoir évacuer et en même temps de pouvoir garder une certaine continence pour avoir une certaine qualité de vie ou quand on a besoin de bouger, il va avoir tendance à se maintenir. Donc, il y a vraiment une synergie entre le périnée antérieur et le périnée postérieur, puisque les troubles postérieurs vont avoir souvent corrélation avec la partie vésicale aussi. Donc, c'est important de pouvoir prendre en charge cette partie-là. Alors, on passe maintenant à l'endométriose et la sphère sexuelle. On vient de voir que l'endométriose pouvait toucher la vessie, l'urine, les selles, mais également la sphère sexuelle. Donc, les dyspareunies, ce sont des douleurs lors des rapports. On a vu 60-79% des patientes opérées pour endométriose souffrent de dyspareunie. 53 à 90% des patients traités médicalement souffrent de dyspareunie. Et on a observé également 30 à 50% des femmes ayant de l'endométriose souffrent de dyspareunie. Bien sûr, il y en a qui n'en ont pas. Il y a 3 types de dyspareunie. On a donc des dyspareunies profondes liées à l'endométriose en elle-même, comme on peut voir sur la petite image, le petit dessin, les nodules. On peut bien imaginer que lors de la pénétration d'objets ou de pénis, on voit que ça peut atteindre en profondeur des nodules et donc créer de la douleur. On a les dyspareunies intermédiaires liées à la contraction des muscles releveurs de l'anus. Et à force d'avoir mal en profondeur, on peut se contracter les muscles du plancher pelvien et du coup donner des douleurs à cause de cette hypertonie des muscles du plancher pelvien. Et puis on continue dans le temps, on a mal. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on peut avoir une dyspareunie superficielle, en fait, une sensibilisation vulvaire dès l'entrée, une sensation de brûlure, de picotement, de coup d'aiguille. On peut croire qu'on a une infection urinaire, on peut croire qu'on a une mycose, mais non, en fait, dans certains cas, ça peut être une dyspareunie superficielle, une sensibilisation à force d'avoir mal. On a créé une douleur dès l'entrée du vagin qui rend tout contact très douloureux. Donc, il est important de retenir en tout cas que la douleur lors des rapports sexuels n'est pas normale, même le premier rapport, et qu'il faut en parler. Donc, ces douleurs peuvent apparaître lors de la phase de l'excitation, lors de la phase de l'orgasme et post-rapport sexuel. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails forcément, mais juste expliquer pourquoi, lors de l'excitation, il y a vraiment des phénomènes d'allongement du vagin, d'élévation de l'utérus, d'érection du clitoris. Et on peut voir, par exemple, sur le petit schéma, les nodules d'endométriose, on peut voir après les adhérences. Donc, on va bien imaginer que si ça bouge, si ça s'élève à ce niveau-là et s'il n'y a plus de mobilité, ça crée des douleurs. Il faut prendre son temps lors des rapports sexuels et juste un petit rappel, il faut 10 à 30 secondes pour une femme jeune à partir du début de l'excitation pour avoir une lubrification complète du vagin et chez les femmes un petit peu plus âgées, on a besoin de 4 minutes pour avoir une lubrification complète du vagin et pour pouvoir avoir cette réceptivité du vagin à recevoir la pénétration. Donc, prenez votre temps. Lors de l'orgasme, contraction utérine, il y a des contractions utérines, des contractions rythmées des muscles du périnée. Et donc, du coup, là encore, on imagine bien avec de l'adénomiose, avec un utérus très sensible, on peut imaginer que les contractions rythmées ou des hypertonies des muscles, que ces moments-là deviennent plus du tout agréables. Donc, ça, c'est vraiment à retenir.
Les douleurs après les rapports, on l'a vu avec Clémentine Le Picard qui a parlé de la sensibilisation centrale, c'est un des critères. Alors, pas forcément, mais ça peut être un critère important de sensibilisation centrale. Donc, à ne pas laisser de côté et à en parler. Là, ici, on a voulu mettre en évidence un petit peu les dyspareunies et l'infertilité. Alors, c'est vraiment, il n'y a pas d'études qui parlent de cela, mais c'est des questionnements. C'est des questionnements lors du rapport sexuel, comme je l'ai dit juste avant. Il y a une ballonisation du vagin, il y a une fermeture à l'entrée du vagin. Et on peut se dire, c'est un contenant des spermatozoïdes. Et si ce phénomène, ce mécanisme qui se produit grâce à un muscle puborectal se fait pas correctement, il y a peut-être moins de captation au niveau... Enfin, les spermatozoïdes sont moins contenus. Donc, voilà, est-ce que c'est à réfléchir? Il y a peut-être un petit rôle à voir mobiliser, à relâcher, à travailler. Et effectivement, le vaginisme, qui est une impossibilité totale d'avoir une pénétration, une fermeture du vagin, est-ce que, voilà, c'est important d'en parler et de voir avec un kiné, avec votre médecin, pour faire une rééducation, peut-être s'il y a une envie d'enfant éventuellement. Chaque traitement est bien sûr individuel. Il y a autant d'endométrioses différentes que de femmes différentes. Le traitement doit être adapté à chaque situation dans le but d'améliorer la qualité de vie. Donc, avec toujours le rappel, des lésions d'endométriose ne sont pas toujours responsables des symptômes ni de l'intensité de la douleur. Donc, au niveau des dyspareunies, des douleurs lors des rapports, le traitement est bien sûr pluridisciplinaire, comme toujours. Le médecin, gynécologue, algologue, sophrologue, hypnothérapeute, psychologue, sexologue, kiné, ostéo, sage-femme et bien sûr la patiente parce que vous avez vraiment un rôle très important. Là, on se focalise sur le traitement kiné. Donc, tout départ, ça va être vraiment de l'éducation thérapeutique. Expliquer les bonnes habitudes à avoir pour aller aux toilettes, pour aller à la salle, mais aussi pour soigner correctement la vulve. Comprendre voilà, ces symptômes et stopper les fausses croyances, notamment que le rapport sexuel peut être douloureux ou que la pénétration est obligatoire. Non, pas du tout. Donc, le travail au niveau kiné, il peut être en externe et en interne. On le fait en interne qu'avec l'accord de la patiente et dans le respect de la douleur. Si la patiente ne veut pas, on ne le fait pas. On s'adapte autour. On trouve d'autres situations, d'autres approches. Donc, on va travailler déjà en externe. Il y a beaucoup de travail, notamment travail respiratoire, travail sur le diaphragme, sur la mobilité du bassin pour aider lors des rapports. Si on a un bassin figé, une respiration bloquée, on peut empêcher et augmenter les douleurs. Toujours bien parler des activités physiques à mettre en avant et on va demander à la patiente de s'automasser, de se regarder la vulve, de s'aider lors des rapports par des lubrifiants, bien sûr, mais aussi en dehors des rapports par des massages en utilisant des crèmes sans ordonnance, des huiles, des baumes, d'essayer de voir s'il y a de la sécheresse, pas de sécheresse, tout ça pour essayer d'entretenir et de masser les muscles périnéaux. Et si vraiment c'est impossible et que c'est trop douloureux, il y a la xylocaïne 2% ou la possibilité de créer une crème magistrale donc sous ordonnance qui est à base de xylocaïne 10%. Et donc voilà, donc il y a vraiment possibilité de faire pas mal de choses déjà en externe. Et ensuite, on va aller travailler en interne, bien sûr. Là, à chaque fois en demandant l'accord. Et bien sûr, en utilisant l'anesthésie si c'est vraiment trop douloureux et en allant progressivement travailler de l'externe à profondeur, sous le seuil de la douleur, le relâchement musculaire et la bonne mobilité, le bon relâchement des muscles périnéaux. Donc là, on peut voir sur la petite image le petit pot. J'avais photographié le pot de la crème. Il y a si on zoome, j'ai mis la photo parce que si on zoome, il y a les composants de cette crème. Donc, si quelqu'un ne connaît pas, si vous êtes dans un endroit, et ben là, on peut voir les composants de la crème magistrale. Donc, privilégier le rapport sexuel sans pénétration s'il y a douleur à la pénétration. Utiliser les anneaux de confort. Je me permets, c'est juste ici, en fait, pardon.
Ce sont des anneaux que l'on place sur le pénis du partenaire pour limiter l'entrée du vagin. Donc, ce sont des outils pour aider. Donc, ça permet d'être en confiance, de se rassurer et d'être plus à l'aise dans le corps, d'avoir moins peur d'avoir mal. Il y a aussi l'utilisation de dilatateurs progressifs. Donc, la douleur chronique et l'endométriose, le facteur temps. Donc, il est clair qu'en France, c'est encore un petit peu long. Le diagnostic il est encore long, de 7 ans. Donc, du coup, on se rend compte que dans le temps, bah, ce n'est plus que les lésions d'endométriose qui peuvent faire mal, c'est aussi autre chose. Donc là, en résumé donc, de ce qu'avait dit le docteur Le Picard, on a les lésions par leur vascularisation, leur innervation et surtout leur localisation. En fonction de où sont placées les lésions, bah, il y en a qui peuvent faire mal et d'autres non. Les nerfs par leur compression, les muscles par leur hypertonie, par des syndromes myofasciaux, mais également les dysfonctions musculo-squelettiques et le tissu, la peau, la présence mécanorécepteurs. Alors, dans le temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on peut développer une kinésiophobie. Ce sont des boucles réflexes, des spasmes musculaires qui rajoutent de la douleur à la douleur. On va avoir mal et avant même de faire le mouvement, on va se contracter et on va augmenter la douleur et ainsi de suite, créer une kinésiophobie. Là, on a mis 3 études qui montraient vraiment que tout n'est pas lié au nodule d'endométriose. Là, par exemple, on voit que les femmes qui ont de l'endométriose présentent des troubles lombopelviens. Dans la deuxième, qu'il y a chez les femmes qui ont de l'endométriose dans le temps des dysfonctions musculo-squelettiques, des diminutions de la mobilité des charnières. Donc, quand on a une diminution de mobilité, ben forcément, on crée de la douleur et qu'il y a une corrélation entre inflammation et durée de la douleur dans le temps. Donc voilà, la sensibilisation centrale, elle fait que bah, du coup, à la place d'avoir un petit peu mal, et ben, on a beaucoup mal à l'endroit et pendant très longtemps. Et voilà, ça explique un petit peu le phénomène des douleurs qui sont d'abord lors des règles et puis après qui augmentent dans le temps. Là, ici, c'est le score convergence VP, c'est le questionnaire. Là, par exemple, j'ai mis le schéma de douleur d'une patiente que j'ai vu. Donc, elle a été diagnostiquée, donc elle avait des nodules d'endométriose au niveau des ligaments utérosacrés. Et je lui avais demandé, je lui ai donné le schéma, elle devait dessiner en vert les zones de ses douleurs. Et donc là, du coup, c'est un peu comme une enquête. Donc oui, effectivement, elle avait mal dans le bas-ventre. On peut très bien se dire que ce sont ces lésions au niveau des ligaments utérosacrés. Et puis, en fait, en venant au niveau des zones, bah, elle avait aussi une hypertonie au niveau de ses muscles adducteurs. Elle avait à force dans le temps une hypertonie aussi de ses abdos. Et elle avait donc tout ça, ça peut déjà diminuer la mobilité du bassin et des ailes iliaques. Et à force, elle avait aussi un diaphragme hypertonique, contracté, hypomobile et qui lui projetait des douleurs à l'épaule, comme disait, racontait le docteur Le Picard. Et ensuite, elle venait aussi parce qu'elle avait des douleurs à l'entrée du vagin. Avant, elle me disait que c'était en profondeur et que maintenant, c'était dès l'entrée. Donc, du coup, lors du bilan kiné, on va vraiment rechercher tous les points douloureux qui projettent et qui sont à travailler, toutes les dysfonctions lombo-pelvipérinéales. Donc là, on a mis vraiment les muscles qui sont vraiment les plus récurrents. Bien sûr, pas tout le monde les a, et bien sûr, parfois il y en a plus, parfois il y en a moins. Donc c'est vraiment chaque cas unique. Donc on a en premier les releveurs du plancher pelvien. Là, on voit que les ischio-coccygiens, ilio-coccygiens, puborectal projettent des douleurs au coccyx. Donc en fait, on ne ressent pas la douleur au niveau périnéal, sauf lors des rapports ou d'intromission tampon ou autre. Mais en fait, on ne le sent pas qu'on a mal, on sent en fait des douleurs au coccyx. Et parfois, quand ça augmente et que le phénomène augmente, on peut même, après, ça vient s'étendre au niveau du bas-ventre, du dos, des jambes. Mais les points vraiment périnée de projection sont au niveau du coccyx. Et on n'a pas de problème au coccyx, c'est le périnée qui est problématique. Là, le piriforme obturateur interne, on a des points au niveau fessier et en fait, ça peut descendre jusqu'à la cuisse. Et pourtant, pareil, on n'a pas de problème à la cuisse, on n'a pas, mais c'est vraiment une douleur projetée. On monte au niveau des carrés des longs, des points souvent présents chez les patientes, qui projettent des douleurs au niveau de la fesse. Donc,
Une douleur coccyx-sacrum, eh ben, ça peut venir du dos, du périnée et de l'obturateur. Donc, si on soigne par exemple que le périnée, mais pas le dos, eh ben, on n'abolit pas forcément des douleurs ciblées à ce niveau-là. Il faut être vraiment dans la globalité. Le psoas, muscle aussi très 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 fréquent à traiter parce que notamment avec les postures antalgiques, quand on a de l'endométriose, on est souvent recroquevillé, assise, enfin, en flexion et c'est vrai que ce psoas peut se contracter et être douloureux, être sensible aussi par sa localisation. Et lui, il projette des douleurs face antérieure de la cuisse et l'aine. Et donc voilà, si on mobilise pas à ce niveau-là, c'est très important. Et au niveau du périnée, je ne les pêche. On a donc du coup des douleurs au niveau périnéal, mais là, on voit bien que ça peut venir. Donc là, ce sont les névralgies, donc le nerf pudendal, nerf ilio-inguinal. Donc déjà rien que ces deux-là, on se dit, tiens, j'ai mal ici, bah, ça peut venir de la charnière thoracolombaire, ça peut venir du sacrum, ça peut venir du coccyx. Donc voilà, au niveau glutéal post, glutéal inf. Donc avoir vraiment mené l'enquête, savoir et de travailler dans la globalité. Donc même si vous avez déjà fait de la kiné, que ça n'a pas soulagé, est-ce que le travail a été fait en globalité? Est-ce qu'il ne faut pas l'accompagner d'un bilan ostéopathique pour vraiment voir toutes ces charnières thoracolombaires? Voilà, ça peut aller haut, ça peut aller loin, mais il y a une explication. Du coup, comme vous l'avez vu, ben, le traitement de la kiné, il est vraiment pluridisciplinaire et il est vraiment à respecter avec le seuil de la douleur et très complémentaire. Donc, c'est vraiment important de pouvoir cibler en fonction de la patiente ses besoins et en fonction du bilan que vous avez fait, de vraiment cibler où sont ses douleurs et quelle structure, déjà, vous allez pouvoir travailler, que ça soit une structure qui soit directe ou une structure qui soit indirecte, puisqu'on a bien vu que les douleurs projetées, que ça soit à cause des organes, mais aussi sur des points gâchettes, peuvent exister. Donc, c'est important de voir vraiment le patient dans sa globalité. Donc, étant global, le kiné va pouvoir mettre en place un petit peu d'activité physique pour pouvoir vraiment augmenter la qualité de vie du patient, vraiment améliorer sa santé, diminuer ses douleurs et améliorer du coup son confort au niveau sexuel. Donc, il y a vraiment une éducation qui est à faire par un spécialiste et il faut absolument que du coup tous les kinés puissent expliquer le but du traitement à chaque patient pour qu'il y ait une meilleure adhésion avec celle-ci. Donc, on demande toujours l'accord de la patiente. Ça, c'est vraiment très important. À partir du moment où vous aurez compris ce que le kiné fait, pourquoi il le fait, c'est important aussi qu'il vous demande votre accord pour savoir si vous êtes en adéquation avec tout ça. Et du coup, après, vous pourrez voir s'il y a une diminution de vos atteintes. Donc, on a vu aussi qu'au niveau abdominal, toutes ces cellules inflammatoires passent par le système lymphatique. Et des fois, certains drainages au niveau lymphatique peuvent être intéressants, que ce soit aussi au niveau abdominal, mais aussi plus loin pour pouvoir diminuer toutes ces tensions et permettre aux muscles de pouvoir travailler de manière plus efficace. Donc, vraiment, un travail viscéral aussi peut être très, très important, que ce soit pour des douleurs directes et pour pouvoir aider au minimum à la constipation, mais aussi pour du travail indirect et diminuer ces tensions viscérales et ces douleurs qui peuvent être projetées. Donc, le massage aussi abdominal plus global est vraiment important et le patient est l'acteur primaire de sa prise en charge. Donc, c'est important que vous puissiez apprendre tout ce qu'on fait, pourquoi on le fait et puis que chaque technique qui peut être apprise par le patient puisse être exécutée par lui-même comme des types d'automassage au niveau abdominal. Donc, on a vu aussi que souvent, il pouvait y avoir malheureusement des lésions diaphragmatiques, donc qui nécessitent un travail respiratoire, mais que toutes ces tensions musculaires peuvent avoir un impact au niveau respiratoire. Et donc, ce travail respiratoire est aussi une clé pour permettre le travail de tout le reste. Donc, pour être compétent, il faut que le corps puisse activer au niveau de sa posture et permettre un certain travail, donc un travail abdominal peut être intéressant en détente, mais aussi en contraction pour vraiment améliorer la qualité de vie. Donc, on veut vraiment avoir des muscles qui reviennent fonctionnels. Donc, on va pouvoir travailler autant le relâchement que la contraction.
mais le relâchement est souvent privilégié. Donc là, on voit que le diaphragme et le muscle, c'est un ensemble de structures qui passent des unes aux autres et que souvent, l'un va avoir un impact avec l'autre. Et donc, c'est vraiment important de voir le patient dans sa globalité. Et donc, on voit bien qu'au niveau du psoas, le psoas, le diaphragme, tout ça vraiment est imbriqué les uns avec les autres. Et donc, ça, au vu de sa position, il a vraiment un rôle clé aussi au niveau de l'ajustement postural. Donc, le travail de ce muscle est vraiment important. Ensuite, on vous l'a dit, ce travail de kiné, il peut être global et certains masseurs kinésithérapeutes deviennent éducateurs sportifs pour pouvoir proposer des activités adaptées, donc que ça soit des groupes de yoga, des groupes de gym collective, du renforcement musculaire, de travail en groupe au niveau de la marche, au niveau de la course à pied, puisque ce qui est important, c'est de pouvoir libérer un petit peu toutes ces structures moléculaires, endorphines, avoir le plaisir d'avoir à faire cette activité physique. Et donc, les masseurs kinésithérapeutes peuvent être là pour pouvoir vous accompagner à créer une routine qui va permettre une amélioration de la qualité de vie durant toute la journée, une diminution des douleurs et une diminution de la fatigabilité, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de fatigue chronique. Aujourd'hui, on voit aussi des techniques qui peuvent être alternatives, comme la técarthérapie, les microcourants, les serrages du bassin type Ribozo. Malheureusement, ils n'ont pas tous montré encore leur efficacité. La recherche n'a pas encore été poussée sur ces techniques-là. Donc aujourd'hui, on considère que c'est vraiment des techniques alternatives puisqu'elles n'ont pas montré leur efficacité. Mais est-ce que c'est pas pour ça que on n'a aucune action? Ce qui est important, c'est que vous, patients, vous puissiez comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et si quelque chose vous fait du bien, et de pouvoir le reproduire, c'est vraiment important. Au niveau du travail en interne, on a vu que ce n'était pas obligatoire, mais quand il arrive, c'est important de comprendre qu'il n'y a que les médecins, les sages-femmes et les kinésithérapeutes qui peuvent effectuer ce travail en interne. Seuls les ostéopathes, médecins, sages-femmes ou kinésithérapeutes peuvent travailler en interne, mais il faut vraiment comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et donc ça, c'est vraiment très, très important. Et donc, il doit vous demander votre accord. Comment prescrire la kiné? Comment demander une prescription kiné? Donc, c'est une prise en charge globale. Donc, c'est vrai que du coup, d'avoir une prescription pour une rééducation rachis et des membres inférieurs et ou supérieurs prend bien dans cette globalité la rééducation. Pour un travail spécifique et à côté, pour avoir l'autorisation de travailler en interne, d'associer un travail thérapeutique de thérapie de rééducation périnéale. Donc voilà, 2 ordonnances distinctes sont indispensables car non reconnues encore. Voilà, donc c'est parfait pour un travail d'équipe. Voilà. Voilà, c'est donc, vous l'aurez compris, c'est vraiment un travail pluridisciplinaire, un travail global. Donc, le kinésithérapeute va pouvoir travailler avec un ensemble de collectifs, sophrologues, ostéopathes, diététiciens, nutritionnistes. Exactement. Donc, c'est important que tous puissent communiquer ensemble. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Il nous reste quelques minutes en fait pour pouvoir échanger sur les questions. C'est vrai qu'il y a pas mal d'échanges déjà sur le chat et puis sur le question-réponse, il y a quelques demandes aussi. Je vous ai transmis, j'ai profité aussi de la fin de l'intervention pour vous transmettre des brochures par rapport à l'endométriose, une histoire de femme, la brochure de la Mutualité française, et puis Guide en mouvement avec l'endométriose, les bénéfices de l'activité physique. Donc, je vous ai mis des liens que vous pouvez, en cliquant dessus, vous pouvez télécharger en fait les brochures pour en savoir un peu plus sur ces sujets. Alors, je vais regarder. J'ai regardé un petit peu les questions. Très bien. Il y a quelques questions qui se regroupent un petit peu. Donc, il y a la question de la grossesse.
comment gérer les douleurs au cours de la grossesse. Au cours de la grossesse, on va bien entendu prioriser les stratégies non médicamenteuses qui sont toujours possibles. D'ailleurs, on ne les a pas toutes développées, hein. Il y a dans le chat, là, il y a certaines personnes qui rajoutent effectivement des sophrologie, hypnose, réflexologie. Ça, c'est des soins de support qui peuvent aider également en complément. Et bien entendu, tous ces soins de support peuvent être utiles au cours de la grossesse. La neurostimulation électrique, le TENS, il est autorisé pendant la grossesse à condition de ne pas l'appliquer sur la région abdominale. Donc, il y a des stratégies où on peut l'appliquer dans le dos pour couvrir un petit peu le territoire douloureux. Et puis, parfois, quand vraiment les douleurs sont trop invalidantes au cours de la grossesse, on peut tout de même mettre des traitements, hein. Ça nous arrive, par exemple, de mettre un petit peu de laroxyl au cours de la grossesse, surtout en début de grossesse. On essaye, bien entendu, de l'arrêter avant l'accouchement, mais on n'y parvient pas toujours. Ce n'est pas une contre-indication absolue. Donc, il y a certains traitements qui peuvent être compatibles. Et puis, l'accompagnement en kinésithérapie, je ne sais pas si Aude ou Maud, vous voulez rajouter un petit point là-dessus pendant la grossesse. Déjà, à la base, le travail de la grossesse est très intéressant en kinésithérapie puisque ça va travailler sur tout ce qui est mobilité du bassin. Mais comme on l'a très bien dit, le travail respiratoire, les mobilités est vraiment une place primordiale dans la prise en charge. Les points peuvent être travaillés au niveau musculaire, même en étant enceinte, en faisant attention, bien sûr, avec l'accord du gynéco, s'il n'y a pas de, bien sûr, d'accouchement prématuré. Mais avec l'accord, on peut faire des exercices sur tapis, de la mobilité de chaque muscle. Donc, on peut mettre en place une stratégie aussi globale au cours de la grossesse. Donc, il ne faut pas penser que la grossesse interdit tout. Il y a quand même beaucoup de choses à faire sur cette période-là. Il y avait une autre petite question à laquelle je peux répondre rapidement. Est-ce que la sensibilisation est réversible? C'est ce qu'on tente, effectivement, c'est sur la sensibilisation qu'on tente d'avoir une action pour l'atténuer le plus possible. Difficile de dire si on arrivera à la rendre totalement réversible, mais effectivement, quand on accompagne les patients, on se rend compte que les critères de sensibilisation peuvent régresser et devenir très minimes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est figé, irréversible. On dit que notre système nerveux, il est plastique. Il y a une forme de nociplasticité de notre système nerveux. Ça veut dire que ça peut se modifier. Et c'est là l'enjeu de toutes les autres stratégies de gestion de la douleur. Il faut qu'elles soient là pour calmer cette sensibilisation. Et ça, c'est possible. Il y avait une question peut-être plus pour vous, Aude et Maud. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, par rapport à la colostomie. Voilà. Bien. Donc la colostomie, si elle est définitive, donc c'est important en fonction des douleurs, où est-ce qu'elles apparaissent. Comme on l'a bien dit, hein, c'est pas parce qu'on a une stomie que on ne bouge plus. Donc continuer à travailler cette mobilité est vraiment très importante. Et malgré la stomie, on peut vraiment faire plein de choses pour pouvoir éviter au maximum les douleurs, puisque là, la personne parle de crise subocclusive. Donc, vraiment, travailler cette mobilité est vraiment très important, et de pouvoir vérifier au niveau du kiné qu'il n'y ait pas de douleur au niveau de cette hernie est vraiment important. Oui, et puis de faire un bilan avec le kiné pour qu'il voit s'il y a des points sur lesquels il peut travailler. Tout simplement, déjà d'aller observer avec le kiné lors d'un bilan et de voir ce qui peut être fait. Une des questions était sur où je peux trouver un kinésithérapeute qui soit spécialisé en fait. Alors, au niveau kinésithérapie, on a mis en place déjà avec EndoBraze un questionnaire qui permet en fin de compte aux kinés, plus un webinaire, de pouvoir poser des questions et savoir s'ils sont bien formés pour pouvoir être référencés déjà sur EndoBraze. Ensuite, en Bretagne, vous avez le BKPP, c'est Braze Kinésithérapie Pelvipérinéologie. Donc, c'est un ensemble de kinés qui se sont regroupés pour pouvoir mettre en place un annuaire. Donc, vous avez aussi un référencement sur le BKPP et vous avez un listing plus national auprès de l'AFREP, où vraiment vous allez pouvoir trouver un ensemble de kinésithérapeutes et vous allez pouvoir sélectionner la spécialité qui va vous intéresser, comme la douleur, par exemple.
Donc l'AFREP, c'est l'Association française en pelvipérinéologie. Merci beaucoup pour ces informations supplémentaires. Une des questions, enfin une des dernières questions, je n'ai pas entendu de point sur endométriose et ménopause. La disparition des symptômes cliniques est-elle systématique? Alors, systématique, c'est difficile de dire systématique parce qu'on l'a vu, la douleur, elle est complexe, il y a beaucoup de facteurs qui sont intriqués. Toujours est-il que le plus souvent, on constate une amélioration à la ménopause parce qu'il y a déjà moins le facteur inflammatoire, il n'y a plus les variations hormonales, donc on a cet effet un peu de stimulation qui diminue. Euh, mais on peut avoir la persistance de douleur tout de même si voilà, il y a des lésions un peu cicatricielles, il y a des adhérences un petit peu qui peuvent persister. Et, euh, et puis tout ce que vous avez vu dans les facteurs en cause dans la douleur, que ce soit musculaire ou autre, bah, ils peuvent persister un peu. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même moins ce qu'on appelle, nous, d'épine irritative qui entretient la douleur. Donc, parfois, d'être un peu accompagné, s'il y a des douleurs qui persistent à la ménopause, d'être de nouveau un peu accompagné en kiné ou avec des stratégies simples, bah, finalement, vous allez peut-être me compléter au démo, ça permet quand même d'améliorer la situation. Il ne faut pas oublier que le système hormonal, on a des impacts dessus et le stress Mm. est très important. Et quand on est douloureuse, on est fatigué et stressé. Donc vraiment, en kinésithérapie, de pouvoir avoir un impact sur toutes ces problématiques musculaires. Et puis quand on parle ménopause, on parle aussi densité osseuse et fonte musculaire. Donc vraiment de continuer ce travail dans la globalité, il est Mm. très très important. Et puis on sait que, vous l'avez bien dit, l'imprégnation hormonale de chaque femme est différente. On n'a pas toutes les mêmes sensibilités. Donc à la ménopause, eh ben, c'est important. Mm. Il y avait une question, je me permets d'enchaîner sur à quelle fréquence faut-il envisager des séances de kiné. En fait, donc c'est clair que le protocole, un peu, on commence par une séance par semaine et puis après on espace. En fait, on vise quand même au maximum l'autonomisation de la patiente pour qu'elle puisse gérer elle-même ses douleurs. Après, parfois, il y a des patientes qui disent bah, je ne fais pas parce que c'est loin, c'est trop loin. Et ben, même si c'est une séance par mois, bah, c'est toujours mieux que rien d'être guidée, d'être entourée et de ne pas être seule dans la douleur. C'est intéressant. Donc, au départ, c'est du cas par cas. Ça peut être une semaine, une fois par semaine pendant un certain temps. Et après, petit à petit, c'est vraiment patiente dépendante. Mais même si c'est qu'une fois par mois, eh ben, c'est toujours mieux d'avoir un lien pour discuter de ces douleurs, quoi. Le but vraiment, c'est que le patient ne dépende de personne. Oui, voilà, C'est un acteur primaire de sa prise en charge. C'est ça, c'est d'avoir les clés pour pouvoir faire toute seule. Merci pour ces compléments d'information. Alors, il reste vraiment trop peu de temps. On est vraiment dans le timing. Peut-être que vous souhaitez rajouter, je ne sais pas s'il y a eu une ou deux questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Euh, Et qui... Alors, il y en a plusieurs, mais effectivement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes. Il y en a certaines qui sont sur des situations très spécifiques auxquelles on ne peut pas répondre. Il y a une question sur l'acupan qui est apparue à deux reprises, je crois. L'acupan, c'est le Nefopam, c'est un antalgique qui est tout seul dans sa catégorie, qui n'est pas du tout dérivé des opiacés, qui n'est pas anti-inflammatoire non plus, qui peut être effectivement utilisé, bien que l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché de l'acupan, normalement, ne soit que de la douleur post-opératoire. On l'utilise parce que c'est un des seuls antalgiques d'action rapide qui a un effet anti-hyperalgésiant, qui calme aussi un peu l'état d'hypersensibilisation, en tout cas qui marche dans le bon sens pour l'état d'hypersensibilisation. Et il y avait une question sur l'alimentation. N'oubliez pas, endodiète. Essaye de vraiment pouvoir grandir. Renseignez-vous auprès de diététiciens nutritionnistes pour éviter toutes les carences qui peuvent être affecter les répercussions au niveau du corps. Ouais. Il y a eu des questions aussi sur le tabagisme, si ça a un impact supplémentaire. Oui. Je vois qu'il y a- Bah,
Bah, déjà, sur le tabagisme, c'est un facteur pro-nociceptif, si on se centre sur la douleur, c'est-à-dire qui va fonctionner dans le mauvais sens pour notre système nerveux qui gère la nociception. Donc, déjà, en ça, on a toujours un intérêt à faire un sevrage tabagique quand on souffre de douleurs chroniques. Et le Et tabac, plein de molécules toxiques qui vont créer des inflammations et des perturbateurs. Très sur une bien. pathologie qui est déjà inflammatoire. Donc, Il est 14 heures. Du coup, je tenais à vous remercier vivement pour vos interventions qui me semblent très claires. Et puis, on va pouvoir renvoyer le replay à toutes les personnes qui se sont inscrites et qui pourront revoir aussi peut-être certaines informations si c'est passé trop vite et avoir accès justement à vos différents diaporamas. Donc, un grand merci à toutes les trois. Et puis, vous allez avoir un questionnaire qui va vous être envoyé automatiquement à la fin du webinaire. Je vous remercie de pouvoir y répondre. Ça va nous permettre aussi de nous adapter et de voir s'il y a d'autres questions à suivre sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au merci. revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.